Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci, dont le titre est Manager et faire coopérer les générations entre elles, éviter les conflits. Nous sommes 430 inscrits, qui est un nombre important de deux partenaires à cette manifestation, la FHF d'abord, la Fédération hospitalière de France, qui réunit la quasi-totalité des établissements du secteur public avec une triple fonction, la promotion de l'hôpital public, bien sûr, l'information des professionnels et la représentation des établissements, et la ATF, l'Association des administrateurs territoriaux de France, qui a pour objectif de défendre les intérêts des administrateurs territoriaux, de favoriser le déploiement de leur carrière et leur montée en compétences. C'est un laboratoire d'idées et qui s'inscrit, comme la FHF d'ailleurs, dans le débat législatif. Alors pourquoi ce sujet? À l'image de la population française, en 2050, 20% de la population aura plus de 65 ans. Les effectifs des trois fonctions publiques vieillissent, avec des différences selon la territoriale, l'hospitalière et l'État. Et le renouvellement de la pyramide des âges amène donc les employeurs à recruter de jeunes agents et donc de faire travailler ensemble plusieurs générations, parfois trois. On entend communément que les jeunes générations privilégient l'autonomie, le travail collaboratif, le partage de l'information et la communication informelle. Ils auraient aussi tendance à reconnaître moins facilement une légitimité assise uniquement sur un rapport d'autorité, ce qui peut parfois soulever des difficultés, en particulier dans les systèmes encore très verticaux. Mais s'il y a certainement une part de vérité, l'analyse est plus nuancée. Comme le disait justement Hervé Siriex, qui était l'ancien délégué ministériel à l'insertion des jeunes, les jeunes, ce n'est pas nous en moins vieux. Et il est peut-être temps de faire sauter certains clichés. Notre volonté, grâce à nos deux intervenantes, est d'y voir plus clair. Notre volonté, grâce à nos intervenantes, est d'y voir plus clair et de faire la différence entre management des générations et management intergénérationnel et de répondre à diverses questions, parmi lesquelles quelles sont les spécificités des différentes fonctions publiques, quelle est la part des clichés dont je parlais tout à l'heure, véhiculés par ces supposés conflits de génération. Est-ce que ce n'est pas une vision réductrice d'une carence en termes de management? La question se pose peut-être différemment également selon les métiers et les conditions d'exercice. Nous verrons tout cela. Nous aborderons évidemment d'autres questions et surtout nous essaierons de répondre aux vôtres grâce à nos deux intervenantes que je m'empresse de vous présenter. Émilie Agnew, administratrice territoriale, membre de la ATF, directrice générale adjointe RH Transformation numérique, Observatoire Prospective et Données à Grand Paris Sud-Est Avenir, très investie également par ailleurs dans l'innovation, et Amélie Roux. Après l'école des hautes études en santé publique, vous avez été DRH adjointe au CHRU de Tours et maintenant responsable du pôle RH de la FHF. Et je m'appelle Périnel, journaliste et médiateur. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre la fenêtre à droite de votre écran sur le GoToWebinar. Nos intervenantes feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous informons que cette webconférence sera en replay mise en ligne, donc très bientôt, et le lien vous sera envoyé dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole, en commençant par vous, Émilie Agnew. Nous avons mis comme titre de votre intervention déconstruire. Vous avez mis comme titre de votre intervention déconstruire les stéréotypes, car c'est un angle fort de vos propos. Mais avant, commençons par cela. Éclairez-nous un peu de quoi parle-t-on quand il s'agit d'âge et de génération. Merci Hugues. Bonjour à toutes et tous. Donc, le sujet qui nous préoccupe ce matin, je le rappelle, c'est manager et faire coopérer les générations entre elles, éviter les conflits. C'est donc partir du postulat que l'effet de génération est un sujet dans les relations de travail, dans le rapport au travail, dans le rapport à soi et à l'autre. Et c'est déjà postulé que de cette appartenance à une génération pourrait découler des conflits au travail.
Ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui, c'est que finalement, ces potentielles tensions au travail ne sont peut-être pas tant liées à l'âge, à la génération, mais plutôt à l'environnement de travail, au management, à des problèmes de communication, de compréhension de l'autre, et que finalement l'âge apparaît ou l'appartenance à une génération comme un des déterminants parmi les autres qui expliquent les relations de travail. Pour autant, il faut quand même s'interroger sur ce qu'on entend, parce que c'est devenu un petit peu tarte à la crème, si je puis me permettre cette expression, hein, que cette question du management des générations ou du management intergénérationnel. Déjà pour se demander de quoi on parle quand on parle de génération, et se dire que ce n'est pas une catégorie naturelle qui s'imposerait par l'ordre naturel des choses, mais qui relève d'une catégorie construite, socialement construite, pour décrypter la réalité. Donc finalement, c'est une construction sociale avec aussi un effet performatif où on va ranger les gens dans des cases avec des catégories qui vont être créées pour dire que entre telle tranche d'âge et telle tranche d'âge, on a plutôt tendance à appartenir à telle génération qui se caractérise par un certain nombre de caractéristiques qui sont plus ou moins validées empiriquement. D'ailleurs, donc c'est bien évidemment une catégorie qui peut être questionnée en soi et qui a tendance à évoluer. D'ailleurs, aujourd'hui, être jeune aujourd'hui ou être, alors on dit pas vieux, on parle de senior maintenant. D'ailleurs, c'est intéressant ce glissement sémantique, comme s'il y avait finalement des représentations qui étaient liées à cet adjectif de vieux qui serait moins laudatif que le fait d'appartenir à la catégorie jeune. On voit que ça a bougé puisque aujourd'hui on est jeune plus longtemps et finalement on est senior plus tôt que ce n'était le cas avant, alors même qu'on a une durée de vie qui s'allonge, une durée de vie en bonne santé qui s'allonge, que la durée de vie au travail s'allonge, que les départs en retraite sont repoussés. Donc on voit que tout ça sont finalement des catégories assez mouvantes. Après, on peut s'interroger quand on parle de génération, est-ce que c'est le fait d'appartenir à une certaine catégorie d'âge? Est-ce que c'est le fait d'avoir 25 ans, par exemple, ou est-ce que c'est le fait d'avoir plutôt 45, 50, 60 ans? Est-ce que c'est le fait d'appartenir à une période de l'histoire et donc de vivre une expérience historique commune entre ceux qui ont connu le XXe siècle, ceux qui n'ont connu que le XXIe siècle, par exemple? Forcément, ça forge certaines expériences à l'autre, à la société, au monde, au travail, en fonction de quand on rentre sur le monde du travail. Et là, on le voit en ce moment, hein, les jeunes, ils ont beaucoup de difficultés à s'insérer sur le monde du travail, notamment depuis un an avec la crise sanitaire. Et forcément, ça va aussi forger un rapport au travail qui va être un peu particulier, mais qui se façonne tout au long de sa carrière. Est-ce que c'est aussi un état d'esprit? Parce que on parle de l'esprit jeune et franchement, dans les relations de travail, on voit que parfois l'âge c'est pas ça qui détermine finalement le fait qu'on va bien s'entendre avec quelqu'un d'autre ou qu'on va se retrouver dans le même état d'esprit qu'un de ses collègues. Et puis finalement aussi, on peut se dire qui est l'ancien, qui est le nouveau dans une organisation, parce qu'on peut être on peut avoir 50 ans et être nouveau dans une organisation de travail, et on peut avoir 30 ans et être déjà dans la même organisation depuis un moment. Et forcément, on n'a pas du tout la même relation à ses collègues et à l'organisation si on y est depuis 3 jours ou si on y est depuis 5 ou 10 ans. Et donc finalement, ce que je voudrais apporter dans mon propos, c'est que on a tendance à vouloir simplifier la réalité pour derrière essayer de comprendre ce qui se passe et pouvoir y apporter des réponses, essayer de démêler cette complexité. Mais peut-être qu'il faut remettre un petit peu de complexité dans notre approche des rapports humains, des individus et des collectifs de travail, et se dire aussi que nous avons tous des biais de perception qui façonnent des systèmes de croyances, de représentation qui vont finalement façonner nos actions. Et donc cette lecture, cette grille de lecture de la réalité, si on la simplifie trop, on risque aussi d'avoir des actions, des politiques RH, des politiques managériales, des réponses organisationnelles qui ne seront peut-être pas adaptées faute d'avoir une lecture suffisamment fine de ce qui se passe dans la réalité.
Il y a déjà deux remarques d'internautes. La première, c'est que il y a quelques années, une génération, c'était, je dirais, 25 ans. Hein, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'accélération du temps qui fait qu'une génération, c'est presque 15 ans de différence, à peine. Et notamment dans l'univers du travail, c'est ce qui fait que dans certaines équipes, on se retrouve avec 3 générations différentes. Est-ce que ça, c'est pas une réalité quand même qui impacte les choses? Alors, je pense que si, bien évidemment, mon propos, c'est pas de dire que c'est absolument pas un facteur déterminant. Je pense que ça reste un facteur important, d'autant qu'il y a une forme d'accélération des évolutions. Hein, on le voit dans le rapport au numérique, dans le rapport à l'autre, dans le rapport au temps. Hein, aussi, je sais que c'est un sujet que vous travaillez, Hugues, hein, sur ce phénomène d'instantanéité permanente, de disponibilité aussi des choses permanentes, de l'accès à l'information, à la connaissance qui est complètement bousculée. Et en même temps, on vit tous ces changements-là. La différence, c'est que peut-être on les vit pas tous avec la même intensité. Et surtout, on s'en rend pas forcément compte. Moi, la première, j'ai encore l'impression de faire partie de la jeune génération. Et finalement, je me rends pas toujours compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément la même expérience que celle que j'ai eue quand j'avais leur âge. Et du coup, il y a aussi ce biais inverse, c'est-à-dire de se sentir toujours jeune et de se sentir toujours finalement dans le coup et de vivre les mêmes expériences. Là où effectivement il y a des choses sans doute différentes, mais c'est pas parce que on a grandi et on a vécu des choses différentes qu'on peut pas bien s'entendre et bien travailler ensemble et avoir des repères communs. Et ça, c'est tout l'enjeu quand on est employeur de créer ces cadres et ces repères communs dans la diversité des situations de chacun. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le propos que j'aurai par la suite. Hein. C'est de se dire que moi, je ne suis pas déterminée que par mon âge. Je suis déterminée par une expérience, par le fait d'avoir grandi dans un territoire rural, dans un certain environnement social, culturel, d'avoir fait certaines études, d'avoir fait certains choix de vie, d'avoir certains hobbies en dehors du travail. C'est tout ça qui me détermine finalement, et c'est pas uniquement le fait que j'appartienne à la classe des trentenaires, même si ça m'a forgé une expérience historique, effectivement, avec d'autres personnes de ma classe d'âge qui aussi font partie de mon identité. Il y a deux autres questions que je m'empresse de vous poser. La première, d'ailleurs, je vous les pose à toutes les deux, Amélie également, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez du tutoiement dans cette relation, nous demande un internaute? Alors, moi, je tutoie assez facilement. Alors, plutôt les jeunes, ça c'est sûr, mais y compris des personnes qui sont plus âgées. Je pense que c'est un effet de culture professionnelle et d'organisation. Je pense que par exemple dans les collectivités territoriales, on doit avoir le tutoiement un peu plus facile, parce qu'il y a une certaine forme de proximité, des organisations peut-être un peu plus aussi à taille humaine. Alors tout dépend, parce que dans les très grandes collectivités, bien évidemment, c'est pas forcément le cas. Et puis parce que c'est un rapport que j'instaure à l'autre, y compris à mes agents, parce que je considère que mon autorité n'est pas et que le respect interindividuel n'est pas fondé sur ce vouvoiement qui met une forme de distance, voire parfois de révérence qui ne me met pas à l'aise. Mais après, moi, je constate que les jeunes, quand ils arrivent, ils me vouvoient tout de suite, et même parfois, c'est eux qui sont embêtés, entre guillemets, ou qui sont un peu étonnés quand je leur demande de me tutoyer, ou quand je leur demande si je peux les tutoyer. Bien évidemment, la réciproque est vraie. D'accord. De toute façon, dans la plupart des cas, ce sont des choses qui se font assez naturellement aussi. Hein. Il faut laisser aussi le naturel dans les relations hiérarchiques. Amélie, vous vouliez dire un mot? Oui, j'allais dire, je rejoins ce qui vient d'être dit, sur le fait que c'est vraiment une question de culture professionnelle et que le plus important, je trouve, c'est de ne pas faire de différence en fonction de l'âge de la personne. C'est-à-dire que au sein d'une équipe, il y a des équipes où on se voit, il faut qu'on vous voit tout le monde. Ça devient très compliqué quand on vous voit ou on tutoie certaines personnes en fonction de leur âge, parce que pour le coup, ça crée un biais important
en termes de perception de son propre professionnalisme par la personne qui est tutoyée, alors que tout le reste de l'équipe se voit, par exemple. L'exemple assez classique, c'est les stagiaires qui, parce que voilà, souvent ils sont plus jeunes et puis ils ne sont pas encore qualifiés, etc. Ils vont dans une relation, on va plus facilement les appeler par leur prénom, on va plus facilement les tutoyer, ce qui n'est pas forcément justifié. Enfin, ça dépend de la façon dont l'équipe fonctionne. Alors, à l'hôpital, en général, ou dans les établissements médico-sociaux publics, il y a quand même, au sein des équipes, le tutoiement est quasiment la règle, y compris avec le cadre du service, par exemple. Par contre, en lien avec l'administration, le vouvoiement peut être aussi une forme alors, je ne sais pas si ce n'est pas une question de déférence, mais c'est une question de respect aussi. Par exemple, dans les relations, dans le dialogue social, dans les relations sociales, quand on est amené en tant que DRH à recevoir des agents, le vouvoiement, c'est vraiment la règle. On n'est pas dans les relations de travail classiques. Et même au sein, on va dire, de la structure hospitalière, elle reste assez hiérarchique à ce stade, même si c'est très souple dans le fonctionnement au sein d'une même équipe. Et c'est vrai qu'on peut, voilà, vous voyez le chef de service du service d'à côté, même si parfois on va tutoyer les membres de l'équipe qu'on connaît. Il y a un effet, et je rejoins également ce qui a été dit par Émilie à l'instant, ça dépend aussi de la taille de la structure. Les structures hospitalières, c'est souvent des grosses structures, on ne connaît pas tout le monde. Enfin, ça dépend, il y a des effets de famille, si on est là depuis très longtemps, c'est un peu différent, mais il y a aussi, quand il y a 1000, 2000, 3000, 10 000 agents, clairement, on ne se connaît pas tous. Donc, ça dépend aussi du degré de proximité qu'on a les uns par rapport aux autres. Mais il n'y a pas de règle totalement formalisée sur le tutoiement, le vouvoiement. Bien sûr, il y a des effets de rapprochement entre soignants, entre collègues, au sein d'une même équipe, au sein d'un même service, au sein d'un même pôle, qui vont créer des cercles un peu concentriques de qui je tutoie et qui je vouvoie. Mais il n'y a pas de règle absolue et ce n'est pas vraiment en fonction de l'âge, c'est beaucoup plus par rapport au sentiment d'appartenance et de proximité avec l'équipe ou les membres de l'équipe que je côtoie. Il y a un internaute qui nous fait remarquer qu'il y a une différence entre, je dirais, le management des générations et le management intergénérationnel, et que notamment, à cet égard, même s'il y a des différences, il y a certains codes qui sont installés et à proposer dès l'entrée, à appliquer, qui doivent être des codes intergénérationnels. Est-ce que le tutoiement doit en faire partie? Je ne sais pas, mais peut-être que c'est un bon résumé aussi des choses. Une autre question, est-ce que vous ne croyez pas que, d'abord, cette mode qui a eu des générations X, Y, Z, alors d'où vient-elle? Je ne sais pas si vous avez l'information, est-ce que ce sont des consultants qui ont lancé ça d'un coup et qu'on s'est approprié ce sujet, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement a fait certains dégâts, justement en cloisonnant les générations? Émilie. Je ne sais pas si je suis la plus qualifiée pour répondre à cette question-là. J'imagine qu'il y a un effet qui n'est pas que lié aux consultants, c'est qu'il y a aussi des grandes tendances dans les politiques RH, dans le management des organisations, qui font que effectivement on a tendance à toutes et tous plus ou moins adopter aussi des approches qui sont un peu dans l'air du temps ou à tester des choses. Je pense que si ces catégories ont été créées, c'est aussi qu'elles correspondent à une part de la réalité. Hein. L'idée, c'est pas de considérer que ça n'y correspond pas. L'idée, c'est de remettre les choses à sa juste place, de ne pas en faire l'alpha et l'oméga des politiques RH. C'est de le prendre en compte comme une autre dimension et surtout d'être conscient des biais que ça peut engendrer. L'idée, c'est de ne pas renforcer ces préjugés potentiellement qu'on peut avoir sur les jeunes ou les seniors ou voilà, mais au contraire d'en avoir conscience et de faire en sorte de ne pas aller vers des politiques discriminatoires qui seraient soit volontaires, soit involontaires. Maintenant, il faut aussi en être conscient pour créer des politiques spécifique, puisque comme on le disait, quand on appartient notamment aux deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire en début de carrière et plutôt en fin de carrière, on sait qu'on peut être pour le coup victime de discrimination souvent indirecte. Hein, on le voit quand des employeurs demandent une certaine expérience professionnelle ou portent certains préjugés ou qualités sur les jeunes qui les empêcheraient d'accéder à certains postes, ou à l'inverse quand on se dit à partir d'un certain âge
âge, on est peut-être moins engagé dans son travail, sa carrière est peut-être derrière soi, on est moins motivé, on est moins productif, on a moins de capacité d'adaptabilité. Ça, pour le coup, ça produit de réelles discriminations et c'est plutôt ça dont il faut, à mon sens, prendre en compte pour justement avoir à la fois une politique RH qui soit une politique de la diversité, c'est-à-dire d'accueillir tout le monde dans sa spécificité, dans ce qu'il peut apporter dans l'organisation, mais être attentif aussi à toujours questionner les représentations qu'on porte sur les autres et les actions que ça peut nous amener à avoir. Ce qui fait que, contrairement à ce que je disais, il faut à la fois des cadres collectifs, des règles collectives qui s'appliquent à tous, mais aussi parfois corriger un certain nombre de biais. Que ce soit dans la manière de corriger, de rédiger les offres d'emploi ou de faciliter l'employabilité des jeunes ou des seniors. Et ça, je pense que c'est des discussions qu'on aura par la suite de cette matinée. Très bien. Alors, je vous propose que nous continuions et je regrouperai d'autres questions après. Est-ce qu'il n'y a pas, pour déconstruire ces stéréotypes, peut-être plusieurs grilles de lecture? Vous avez commencé à les aborder, mais notamment quand vous évoquez le rapport au numérique, le rapport au travail. Et je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. On a tendance à penser que parce qu'on est jeune, on est plus à l'aise avec le numérique, par exemple, et que quand on est un peu plus âgé, on est un peu moins à l'aise avec le numérique. C'est en partie vrai parce que, bien évidemment, les nouvelles générations ont eu très tôt des outils numériques entre les mains. Pour autant, il faut faire la distinction entre déjà les usages qu'on peut avoir dans l'univers personnel et les usages que l'on demande dans l'univers professionnel et les jeunes, quand ils arrivent, ils maîtrisent pas forcément ces usages-là, les logiciels, la manière de collaborer ensemble, parce qu'il y a différentes manières de collaborer ensemble, et même s'ils sont habitués aux réseaux sociaux, et ça c'est vrai que c'est une tendance qui est plus forte chez les jeunes sur la question des réseaux sociaux, mais le collaboratif, ça s'apprend, et il y a différentes formes de collaboratif qui sont aussi propres à chaque culture d'organisation, qui doivent s'apprendre. C'est pas parce que on est jeune que on a plus de facilité que d'autres avec ça, même si on est plus à l'aise avec l'outil. Pour le coup, ça c'est sûr que on a été plus acculturé, mais il y a aussi des fractures numériques au sein de la jeunesse qui sont liées aux usages qu'on a pu avoir, à l'environnement, encore une fois, culturel, social, aux compétences qu'on a pu développer. Donc là aussi, il faut faire attention aux simplifications hâtives. Il y a des possibilités aussi de partage de ces expériences entre jeunes et moins jeunes, avec du mentorat inversé par exemple. Donc ça peut être aussi l'occasion de valoriser les jeunes par rapport à ces compétences sans doute qui sont un peu plus fortes chez eux. Mais de la même manière, le rapport au télétravail par exemple, il n'est pas forcément lié à un rapport au numérique. Il est lié à un rapport au travail, à une capacité de s'auto-organiser, de réguler sa journée, de concilier vie privée et vie professionnelle. D'ailleurs, on dit souvent les jeunes sont plus attentifs à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. En fait, c'est vrai pour tout le monde. C'est un effet sociétal aujourd'hui qui est plus fort. Et puis, sans doute que ça a été vrai déjà avant, mais que c'était pas forcément un sujet qu'on osait aborder, y compris du côté des employeurs qui s'en désintéressaient un peu plus qu'aujourd'hui. Sur le rapport au travail, le rapport à soi, le rapport aux autres, c'est sûr que l'environnement, le contexte historique dans lequel on évolue, on sait qu'on est dans des sociétés par exemple un peu plus individualistes que par le passé, donc forcément ça façonne ces rapports-là, mais en même temps on est tous influencés par ces évolutions-là et c'est vraiment lié là aussi à des expériences très très personnelles. La quête de sens, je pense qu'on est tous des êtres humains, il faut se dire c'est ça qui nous distingue peut-être, et on recherche du sens dans notre vie, on le met plus ou moins dans le travail. Sur la fidélité à l'employeur, là peut-être qu'effectivement il y a une spécificité, on pourra le voir aussi sur les chiffres spécifiques à la fonction publique par la suite, mais je ne sais pas si c'est plus vrai des jeunes aujourd'hui que des jeunes avant.
c'est distribué de manière inégale parmi les jeunes, parce que bien évidemment, vous allez être beaucoup plus mobile quand vous êtes un jeune diplômé qui a déjà voyagé, qui a plus de facilité à se déplacer, qui a des moyens de transport aussi pour bouger, qui est plus facilement employable. Donc voilà, il faut voir aussi toutes ces dimensions-là, et se dire qu'il y a à la fois effectivement des normes collectives et puis des parcours individuels dont il faut tenir compte, et c'est ce qui conduit d'ailleurs à ce double mouvement des politiques RH, de créer à la fois des cadres collectifs et de tenir compte de plus en plus d'une individualisation des parcours. Alors, vous parliez des éventuelles spécificités de la fonction publique territoriale. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Il y a quelques éléments que vous nous proposez. Oui, je suis toujours gênée quand on parle du jeune, des jeunes ou des générations d'une manière générale, parce que en fait, ça masque une très grande hétérogénéité. Donc, il faut savoir un petit peu de quoi on parle, et je pense que c'est toujours important de partir d'un diagnostic. Déjà, il faut se dire que dans la fonction publique, et je parle en particulier dans les collectivités territoriales, il y a une très forte hétérogénéité des cultures d'organisation, des tailles de collectivités, des métiers exercés. Donc déjà, à l'intérieur même d'une collectivité, on a des profils extrêmement différents. Ensuite, si on s'intéresse plus spécifiquement aux jeunes dans la fonction publique territoriale, on se rend compte que ça peut battre en brèche un certain nombre d'idées reçues, parce que c'est pas le jeune start-upper, hein, par exemple, hein, le jeune qui est dans la fonction publique territoriale, c'est aussi un jeune qui a un profil un petit peu particulier. Alors certes, il a tendance à changer plus souvent d'employeur que ses aînés. Mais c'est, vous voyez, changement d'employeur des moins de 25 ans, c'est 14,5%, donc c'est pas non plus un phénomène massif, hein, faut quand même relativiser les choses, mais c'est 2 fois plus effectivement que pour la tranche des 50-59 ans, et ça se comprend aisément. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans la FPT, et on parlait de vieillissement des effectifs, on a des jeunes un peu moins jeunes que dans les autres fonctions publiques et dans le secteur privé. Puisque la part des moins de 30 ans dans la fonction publique territoriale, c'est de l'ordre de 10%. C'est le double dans le privé, par exemple. Donc, bien évidemment, ils ont aussi une part moins importante dans les collectivités territoriales. Et à l'inverse, par contre, dans la FPT, on a en moyenne des agents qui sont plus âgés que dans les autres versants de la fonction publique. Et c'est pour ça qu'on développe un certain nombre de politiques aussi qui leur sont dédiées, et que ça pose des questions sur les années à venir et sur le remplacement ou le non-remplacement aussi d'un certain nombre de ces agents. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a tendance à dire que c'est une génération plus diplômée. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait ces jeunes moins jeunes, comme vous dites, dans la territoriale, par rapport à d'autres? Alors ça, je dois vous avouer que c'est pas forcément une question que je me suis posée. Donc je sais pas s'il y a des études sur ce sujet-là, donc je voudrais pas non plus dire de bêtises, mais je pense que bon, déjà il y a l'effet quand même de pilotage de la masse salariale qui fait qu'on a eu tendance sur ces dernières années à réduire les recrutements dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale. Il y a le fait de l'allongement des carrières, ce qui fait que les gens restent aussi plus longtemps, donc il y a un remplacement peut-être moins fréquent. Il y a aussi l'effet en partie d'une perte d'attractivité de la fonction publique, en particulier sur certains métiers. Donc je pense que c'est plurifactoriel, et puis aussi sans doute une certaine fidélité des agents de la fonction publique territoriale, qui restent attachés à leur employeur, quel que soit leur âge d'ailleurs. Donc je pense que voilà, tous ces effets ont joué. Et puis des métiers aussi pénibles qui sont pas forcément toujours attractifs. D'ailleurs, on le voit, les jeunes sont plutôt moins diplômés dans la fonction publique territoriale que dans les autres fonctions publiques, parce qu'on a aussi beaucoup de métiers de terrain qui sont aussi des métiers difficiles à exercer. Donc je pense que tout ça y joue aussi, et puis une certaine forme de précarisation des jeunes. Ça joue aussi sur leurs conditions de travail, avec plus de contractuels, plus de recrutement direct sans concours. Et ça crée aussi une vraie spécificité des jeunes par rapport aux moins jeunes dans nos collectivités.
Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une question que nous allons poser, nous, aux internautes. Et vous nous répondez par oui ou par non, et nous soumettrons le résultat de vos réponses à nos deux intervenantes. La question est, selon vous, elle apparaît sur vos écrans, selon vous, les différences de génération dans les équipes sont-elles source de tension, oui ou non? Et vous nous répondez, et nous soumettrons effectivement vos réponses dans quelques instants. Avant de repasser la parole à Émilie sur maintenant cette idée de déconstruire les stéréotypes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a beaucoup de questions et de remarques qui nous sont faites sur introduire de la complexité dans le management intergénérationnel. Je ne sais pas quel sens peut avoir pour vous cette phrase et comment l'intégrer dans les propos que vous allez nous tenir en illustrant ce slide. Émilie, je vous passe la parole. Pour répondre à la question sur comment intégrer la complexité dans le management intergénérationnel, et puis pour illustrer les propositions que vous faites sur comment déconstruire les stéréotypes. D'accord. Alors du coup, je ne vois plus ma slide. Si c'était là-dessus que vous vouliez que je réagisse. Voilà, merci. Oui, alors bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, la question c'est comment on agit concrètement dans nos organisations, parce que c'est bien ça le sujet. Déjà, c'est de se dire que avant d'être déterminé par notre âge, on est déterminé par un certain nombre de besoins humains universels. Alors, je reprendrai pas la pyramide de Maslow, mais vous voyez bien un peu l'idée. Hein. On a à la fois des besoins assez primaires, mais aussi des besoins de réalisation de soi, de reconnaissance, d'équité. Voilà, tous ces sujets-là, ils sont assez universels, et c'est avant tout ça qu'il faut qu'on intègre dans nos politiques RH. Ensuite, il y a l'enjeu effectivement de respecter la diversité des aspirations de chacun, avec plus d'individualisation tout au long de la carrière. Pour intégrer cette complexité, j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux que d'intégrer la complexité dans les manières de faire et dans les méthodes. C'est-à-dire que si on veut prendre en compte aussi ces spécificités qui sont réelles, ce qui se fait de mieux, c'est peut-être d'intégrer les différentes parties prenantes et les personnes qui sont concernées au premier chef dans la co-construction des politiques RH pour que ça corresponde aussi à la diversité des aspirations. Bien évidemment, ça suppose aussi d'anticiper les grandes évolutions, hein, l'évolution des métiers, donc c'est-à-dire de miser sur la formation, de réduire la pénibilité physique des métiers. Donc ça passe par les politiques de santé et sécurité au travail, la médecine de prévention qui est quand même un gros sujet, avec de nouvelles méthodes qui se développent. Hein. Par exemple, on a mis en place des séances d'ostéopathie sur le temps de travail, et on voit que c'est fortement plébiscité par les agents, notamment sur des métiers pénibles, et que ça permet de préserver davantage la santé de nos agents. On met en place l'éveil musculaire. D'autres collectivités mettent en place le sport sur le temps de travail, justement pour que les corps soient préparés, puissent récupérer de l'effort physique, parce que il y aura toujours une forme de pénibilité physique qui sera un peu incompressible, hein, malgré tous les efforts qu'on peut déployer. Les politiques de reclassement et de seconde carrière se structurent de plus en plus aussi dans nos collectivités et doivent être intégrées finalement dès l'entrée sur les métiers finis, parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que souvent on a tendance à se préoccuper de cette seconde carrière ou de ce reclassement une fois qu'il est un peu trop tard, c'est-à-dire une fois que la pénibilité a produit ses effets et que les personnes ne sont plus aptes à occuper leurs fonctions. Donc aujourd'hui, on passe sur des politiques beaucoup plus prospectives qui permettent dès l'entrée en fonction sur des métiers pénibles d'imaginer la reconversion à venir dans 5, 10, 15, 20 ans, avec un plan de formation, avec des immersions pour permettre de découvrir d'autres métiers, avec des mobilités internes ou des mobilités extérieures. Soit vers d'autres employeurs publics qui proposent des métiers moins pénibles, soit aussi vers d'autres structures du privé, de l'associatif. Donc ça suppose aussi des partenariats à l'extérieur de la collectivité. De plus en plus se développe la protection sociale, hein, et les chantiers en cours sur la protection sociale complémentaire participent à préserver la santé de chacun. Les chantiers sur le temps de travail aussi qui s'ouvrent sont une véritable opportunité de travailler d'abord sur le temps de travail effectif, mais sur les cycles de travail, sur les rythmes de travail, les temps de récupération.
Et puis, je le disais, on a aussi des mesures spécifiques pour favoriser l'employabilité. Par exemple, là, dans le cadre de la crise sanitaire et du plan de relance, on est pas mal d'employeurs à mettre en place des plans d'insertion pour les jeunes, hein, en nous appuyant sur les différents dispositifs qui leur sont spécifiquement dédiés, que ce soit l'apprentissage, les services civiques, les stages, hein, parce que les jeunes ont beaucoup de difficultés à trouver des stages actuellement. Donc, la transmission de savoir aussi, c'est un des éléments sur lesquels on peut jouer pour là aussi intégrer cette complexité et favoriser l'interconnaissance mutuelle, parce que souvent les tensions et les conflits au travail, ils sont pas tant liés au fait qu'on n'est pas le même âge, ils sont liés au fait qu'on se comprend pas forcément, qu'on n'a pas forcément la même culture, que le management n'est pas forcément adapté, que l'environnement de travail ne favorise pas des relations sereines. Et donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut jouer et puis surtout bien connaître qui on est et éviter de récupérer des analyses venues de l'extérieur qui plaqueraient des représentations qui correspondent pas du tout à la réalité de ton organisation. D'accord. Alors, ce que je vous propose, d'abord, je vais vous donner les résultats du sondage qui prouvent que, effectivement, nous avons bien fait d'organiser cette webconférence, parce que à la question, selon vous, les différentes générations dans les équipes sont-elles source de tension, il y a évidemment 60% qui disent non, mais encore 40% des personnes, en tout cas des internautes, qui disent que oui, c'est source de tension, ça crée des conflits, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires à apporter à ça, mais ça, c'est donc la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais dire à nos internautes qu'il y a beaucoup de questions qui se regroupent et que je les poserai, c'est une chose promise, mais que le temps passe très vite et que je souhaiterais passer la parole également, d'abord remercier Émilie sur sa première participation, ce qui ne m'empêche pas d'intervenir évidemment à d'autres occasions, et passer la parole à Amélie sur, alors nous avons titré votre intervention « Les enjeux d'un équilibre générationnel » parce que c'est une de vos slides qui est centrale dans votre présentation, et peut-être commencer, comme l'a fait Émilie tout à l'heure, par une présentation par vous de plus de la fonction, des spécificités de la fonction publique hospitalière. Amélie. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, la fonction publique hospitalière, c'est comme chaque version de la fonction publique, elle a ses spécificités. Donc, elle regroupe à peu près 1 200 000 professionnels, dont 80% exercent à l'hôpital public et 20% dans le secteur médico-social. Donc, c'est les ordres de grandeur, hein, j'ai un peu résumé. C'est une fonction publique qui est très féminisée. Donc, j'allais dire, on parle en termes de complexité et de richesse de la fonction publique. En tout cas, pour notre versant, l'enjeu, il n'est pas aussi que générationnel. Il y a aussi une question de mixité, par exemple, qui est un autre enjeu. Et chez nous, on est à près de 80% de femmes. Et c'est encore plus marqué dans certaines professions. Il y a des effets très marqués, on va dire, de féminisation et de masculinisation de certains métiers. Je ne vais pas caricaturer, mais c'est sûr que si vous prenez le corps des puéricultrices, vous avez une très, très grande majorité de femmes, même une quasi, on n'est pas sur du 100%, hein, bien sûr, mais on est à plus de 90, voire plus de 95%. C'est le versant le plus jeune de la fonction publique, donc là, c'est plutôt l'inverse de ce qu'évoquait Émilie à l'instant. L'âge moyen est de presque 42 ans, donc c'est un peu en deçà du reste de la fonction publique. Ça s'explique aussi par d'autres éléments sur lesquels je vais revenir, mais il faut aussi retenir qu'il y a seulement un tiers des professionnels de la fonction publique hospitalière qui ont plus de 50 ans. Et ça, c'est quand même un point qui est assez différent, puisque j'avais noté dans la diapositive, justement, pour avoir ces éléments de comparaison, qu'on était à plus de 40% dans la fonction publique territoriale. Donc, ce n'est pas du tout, effectivement, la même structure, on va dire la même pyramide des âges. Et c'est un point qui est assez intéressant, qui est très lié au métier de la fonction publique hospitalière. Mais c'est peut-être lié même à certains métiers à l'intérieur même de la fonction publique hospitalière. Exactement. Alors, quatrième caractéristique, il y a pas mal de métiers sujets à pénibilité. Alors, le terme pénibilité, c'est pas de mon propre choix, on va dire, mais si on prend les critères de pénibilité tels qu'ils existent aujourd'hui, par exemple, quand on parle de réforme des retraites, c'est clairement, nous remplissons un certain nombre de critères, nos métiers remplissent un certain nombre de critères qui permettent de les caractériser comme pénibles. Et un des exemples, c'est qu'en 2016, à peu près la moitié des agents de la fonction publique hospitalière occupaient un emploi qui relève de la catégorie active. La catégorie active, c'est ce qui permet aux agents de partir de manière anticipée à la retraite parce qu'ils sont assez mobilisés physiquement. Donc ça, c'est vraiment on est de ce point de vue-là la fonction publique la plus marquée par cette particularité. Et c'est notamment le cas de la grande majorité des corps soignants parce que ce sont des métiers qui sont effectivement très demandants sur le plan physique
Et donc, sur cette question-là, bien sûr que la question de l'âge entre pleinement en considération. Mais ça a aussi un effet du coup de rajeunissement, puisque comme les agents partent plutôt en retraite, de fait, on a moins d'agents qui sont plus âgés. Autre caractéristique qui est très connue, mais qui est aussi bonne à avoir à l'esprit, ce sont les horaires atypiques de travail des agents de la fonction publique hospitalière. Voilà, il y a seulement un quart des professionnels qui ont une semaine de travail standard. La semaine de travail standard étant définie comme du lundi au vendredi avec des horaires de travail entre 7h et 20h. Donc, c'est pas forcément les horaires de bureau 9h, 18h, mais c'est en tout cas sur la semaine de 5 jours de lundi à vendredi et avec des horaires de travail compris, on va dire, en journée. Et pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, mais il y a évidemment beaucoup d'agents de la fonction publique hospitalière qui travaillent la nuit, qui travaillent le week-end, qui travaillent les jours fériés, qui ont des horaires de travail parfois décalés, qui travaillent en 12 heures. Donc la question du temps de travail est aussi un gros sujet pour la FPH. Et là encore, c'est un sujet qui a des conséquences sur la question de la gestion, le management intergénérationnel, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est plus jeune et qu'on a plus de mal à faire dans la continuité. L'exemple du travail de nuit est un exemple assez fréquent. On sait que travailler de nuit un certain nombre d'années, ça nuit à la santé. Et donc, d'une façon générale, on incite plutôt les professionnels, dans la mesure du possible, parce que c'est aussi des choix de vie et d'organisation personnelle, mais à ne pas travailler de nuit trop longtemps. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut renouveler les équipes de nuit dans leur composition. Et donc, c'est typiquement ce genre de sujet qui font que la question de l'âge est un sujet qui n'est pas le point d'entrée généralement de la réflexion, mais qui intervient forcément dans l'enjeu de ce que j'ai appelé l'équilibre générationnel au sein de la fonction publique hospitalière. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est assez marqué. Alors, la deuxième diapositive, pardon. Avant de passer à la diapositive suivante, vous parliez de féminisation plus importante dans la fonction publique hospitalière. J'en profite pour poser une question que je vous pose à toutes les deux. Est-ce qu'il n'y a pas justement dans ces différences entre générations une perception différente de l'égalité femmes-hommes, notamment dans les nouvelles générations? Question qui nous est posée. Émilie ou Amélie? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu très récemment un échange avec des étudiants en santé sur ce sujet, et on voit qu'il y a c'est un enjeu qui est très marqué dans tous les cas dans les syndicats étudiants, les syndicats d'internes, des professionnels de santé. Donc, clairement, c'est un sujet qui est pris très à cœur, très au sérieux par ces générations. Après, d'une façon générale, comme je disais, la question de la mixité des métiers est un enjeu très fort dans la FPH depuis longtemps, parce que les métiers sont très féminins ou très masculins, pour le dire simplement. Et les effets de génération, là, qui sont très marqués, si je prends le corps des professionnels, des praticiens hospitaliers, le corps les médecins, pour le dire de façon assez large, on voit très bien un effet de féminisation. Aujourd'hui, il y a une majorité de femmes qui sont praticiens hospitaliers, mais à la fois dans les représentations parfois, et puis dans les postes à responsabilité, on voit, parce que l'accès aux responsabilités dans le corps médical, ça se fait notamment en fonction de l'expérience, on voit qu'il y a encore une surreprésentation, on va dire, des hommes dans ces éléments-là. Donc, on voit qu'en tout cas, cette question de l'enjeu de l'égalité professionnelle, maintenant, il transcende les générations. C'est une question dont on parle assez largement à l'hôpital en général, mais bien sûr que l'acuité de la question, elle se pose avec des évolutions dans la composition aussi des corps de la fonction publique hospitalière au fur et à mesure des générations qui passent. Et donc, très clairement, je pense qu'on aura une génération de chefs de service, par exemple, femmes, qui est en train d'émerger et qui est le fait que le vivier de recrutement est lui-même en train d'évoluer, par exemple. Émilie, sur ce sujet, vous voulez intervenir? Oui, parce que là aussi, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de l'égalité entre hommes et femmes. L'égalité entre hommes et femmes au travail et dans la société, elle a tendance à progresser sur un certain nombre de sujets, notamment sous l'effet d'un meilleur partage des tâches. Par exemple, au sein du foyer dans les nouvelles générations, sur le fait que maintenant c'est plutôt admis sociétalement que les femmes peuvent
et veulent faire carrière. Pour autant, il y a un certain nombre de discriminations qui persistent sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. C'est un écart qui reste persistant, même s'il est moins fort dans la fonction publique, il touche aussi la fonction publique. La maternité reste également un frein dans la carrière des femmes, quel que soit leur âge. On a aussi effectivement, comme le disait Amélie Roux, des effets de filière et de métier, certains restant très féminisés, d'autres très masculins. On a toujours du harcèlement sexuel dans la société sur les lieux de travail, de la violence envers les femmes, des stéréotypes qui restent durablement ancrés. Donc la culture de l'égalité, elle reste encore à faire progresser, y compris parmi les nouvelles générations, et d'autant qu'il y a des nouveaux sujets qui émergent. Notamment chez les jeunes, chez les ados, y compris chez les jeunes ados, typiquement sur la sexualisation et l'érotisation du corps des femmes et des jeunes femmes de plus en plus. Donc voilà, quand on parle de ces sujets-là, il faut aussi avoir en tête qu'on a fait beaucoup de progrès sur bien des sujets, mais qu'il reste encore beaucoup à faire et que c'est pas un combat du passé, que ça reste pleinement actuel et que ça concerne y compris les nouvelles générations. Très bien. Alors, je vous propose que l'on continue, je regrouperai les nombreuses questions à la fin. C'est vrai que, Amélie, sur le vieillissement de la population, ça a effectivement aussi un double impact qui est à la fois interne, bien sûr, on avait commencé à l'évoquer, mais aussi externe parce que ça impacte l'activité hospitalière elle-même. Tout à fait. Alors, je vais être assez rapide parce que ce n'est pas forcément le cœur du débat qu'on a aujourd'hui, mais c'est vrai que, bien sûr, c'est ce que disait aussi Émilie Agnew en début de conférence, le vieillissement, enfin le sujet de l'intergénérationnel dans nos organisations, il se pose dans un contexte général du vieillissement de la population française qui a, lui, plutôt des effets très marqués sur l'activité hospitalière et médico-sociale. Donc, c'est un peu un cercle, je ne sais pas si on peut dire vicieux, vertueux, enfin, c'est un cercle, en tout cas, il y a des liens entre ces différents éléments. Et ce qui est certain, c'est que l'activité hospitalière, elle est très fortement touchée par les conséquences du vieillissement de la population. Les patients sont plus âgés, plus dépendants, plus lourds. Donc, ça veut dire qu'en termes de prise en charge physique pour les professionnels de santé, ça a aussi des conséquences. Voilà, accompagner un patient qui est très dépendant, qui est très fragile, ce n'est pas exactement la même chose que voilà, accompagner un patient qui a 30 ou 40 ans et qui est par ailleurs en bonne santé pour une fracture ou quelque chose de ce type. Les progrès de la médecine, alors ça c'est quelque chose de très positif, mais ça a aussi des conséquences sur la façon dont on prend en charge les patients. Les séjours sont plus courts, donc le travail est plus dense et la charge en soins, comme on dit, est plutôt plus intense. Et puis, plus largement, il y a un contexte d'évolution du marché du travail. On a une entrée plus tardive sur le marché du travail, y compris chez les professionnels de santé. On a vu un allongement des durées d'études qui est positif en termes de qualification, mais qui a des conséquences sur l'entrée sur le marché du travail, sur le recrutement. On observe d'une façon générale un recul du départ de l'âge à la retraite, ce qui s'explique par plein d'éléments politiques et sociologiques, mais qui pour nos métiers a été un sujet de fort débat lors de à l'époque où on parlait de la réforme des retraites et qu'il sera à nouveau si la question se posera. Et puis, il y a des questions qui sont plus sociétales et qui émergent. Je parlais tout à l'heure de pénibilité. On parlait pendant la réforme des retraites d'usure professionnelle. On en parle même actuellement dans le cadre de la loi fonction publique et dans les évolutions du cadre de la fonction publique. Ces questions-là, elles transcendent, bien sûr, elles ne sont pas propres à la fonction publique hospitalière, mais elles les traversent d'une façon un peu particulière. Et donc, c'est vrai qu'il y a non seulement, comme je disais, les spécificités qui sont liées au métier, qui sont liées aux horaires atypiques de la fonction publique hospitalière, mais il y a aussi, bien sûr, on s'inscrit dans le contexte général de vieillissement de la population et des conséquences que ça peut avoir sur l'organisation en général. Très bien. Alors, ce que je vous propose… Oui, allez-y. Je voulais simplement dire que le temps passe très vite, c'est pour ça que je me permets d'être doucement autoritaire pour qu'on puisse avancer. Et je m'en excuse. Tout d'abord, la question sondage que nous posons à nos internautes. Dans vos équipes, plus de 3 générations se côtoient-elles? Réponse, vous répondez par oui ou par non, c'est à titre informatif. Et puis que nous rentrions sur ce qu'on a mis en titre de votre intervention sur les enjeux d'un équilibre
générationnelle, de quel ordre sont ces enjeux, et le fait aussi, Amélie, qu'on a 5-10 minutes pour terminer votre présentation pour pouvoir répondre aux nombreuses questions qui nous arrivent. Amélie. Alors voilà, une fois qu'on a à la fois le contexte, enfin les spécificités de la FPH et puis le contexte global, la question c'est quels sont les enjeux d'un point de vue collectif de l'équilibre générationnel au sein des équipes et des organisations. Et en fait, vous allez voir, enfin, je vais être plus rapide, plus condensé du coup, mais en fait ces points-là se croisent parce qu'une fois qu'on a identifié ces enjeux généraux, en fait la question d'avoir un équilibre, d'avoir plusieurs générations au sein des équipes devient presque non pas vital, mais en tous les cas essentiel pour le bon fonctionnement des structures hospitalières et médico-sociales. Donc tout d'abord, le point premier pour un employeur, pour un responsable d'équipe, d'assurer la santé au travail et prévenir les risques professionnels. Comme je le disais tout à l'heure, à la fois les métiers physiques, je pense à aide-soignant, mais aussi infirmier au bloc opératoire, etc. Ce sont des métiers physiques. Donc c'est un point important que de prendre en considération la répartition de cette pénibilité quelque part. Et le critère de l'âge, bien sûr, est un facteur qui est à prendre en considération. La question du temps de travail, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est pareil, c'est un sujet qui est très important. Il y a des moments de la vie où on n'aspire pas forcément aux mêmes organisations. Un débat sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais c'est la question du travail en 12 heures, qui est de plus en plus fréquent dans les organisations hospitalières et médico-sociales, qui permet aux professionnels de venir moins fréquemment puisqu'ils travaillent plus d'un coup. Et puis, ça permet aussi de la continuité dans la prise en soin. Donc, c'est parfois positif aussi pour le patient. Mais évidemment, ça demande d'être en bonne santé physique puisqu'il faut pouvoir tenir et assurer un service pendant 12 heures d'affilée. Donc, c'est aussi une question qui est importante. Et puis, la question du rythme de travail et de la stabilité des organisations de travail, on sait que c'est important pour la santé d'avoir un rythme à peu près régulier. Ça veut dire qu'il faut arriver à caler ce rythme et à l'organiser dans le cycle de travail, ce qui est un sujet assez difficile. Deuxième sujet, et ça a été évoqué par Amélie Agnew, c'est le maintien des compétences et de valoriser l'expérience. Tous les métiers du soin sont des métiers en termes d'apprentissage, on parle beaucoup de compagnonnage, de tutorat, de mentorat, qui est vraiment un lien très fort entre générations, qui est très ancien dans la culture professionnelle. C'est assez facile, entre guillemets, à faire valoir parce qu'il existe de façon de façon très ancienne, mais ça veut dire que depuis toujours, à l'hôpital, on forme les jeunes professionnels et donc de plus en plus, on forme à former. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est qu'on forme à encadrer les stagiaires, on forme à encadrer les jeunes professionnels, on prévoit les temps d'intégration et d'accueil, ce qui n'était pas forcément le cas de façon... c'était plutôt implicite et maintenant, on prend le temps de le formaliser, c'est un temps aussi important et ça permet de valoriser aussi l'expérience des plus âgés, des plus expérimentés, pas forcément les plus âgés en âge, mais les plus expérimentés dans le service, parce qu'il y a des questions de compétences techniques qui ne sont pas forcément uniquement liées à l'âge, mais aussi liées aux façons dont fonctionne le service. Et puis, j'évoquais le fait de garder la mémoire du service, parce qu'un service, c'est important, il y a des entrants, il y a des sortants. C'est aussi la continuité, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça permet de connaître les évolutions dans la prise en charge des patients, dans le fonctionnement du service, dans sa place dans la structure hospitalière. C'est des choses qui sont vraiment très importantes. Dernier élément, accompagner l'évolution des attentes individuelles au fil de la carrière. Donc, comme je disais, il y a des moments de la vie où on n'a pas forcément les mêmes attentes en termes de fonctionnement. Je prends un exemple à nouveau assez classique, mais les jeunes parents sont souvent parfois en demande d'avoir des horaires de travail qui ne sont pas forcément du travail, les horaires très compatibles avec l'hôpital. Donc, les organisations en hôpital de jour, donc, où on n'a pas de travail de nuit, ou en tous les cas, les horaires correspondent un peu plus à des horaires plus classiques dans la population, sont assez prisés des jeunes parents. Ça peut être quelque chose qui s'organise au sein de l'hôpital. Ça se travaille, c'est pas forcément instinctif, mais ça demande à l'organisation de s'adapter à ces nouvelles attentes. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis, il y a la question de la construction du parcours professionnel. Là, à nouveau, Amélie, on a beaucoup de questions justement sur ce sujet-là, sur le fait de est-ce qu'on peut adapter, anticiper les générations au travail selon telle ou telle période de vie. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de le faire. Pour être la continuité des soins, ça veut dire qu'il y a tout le temps quelqu'un au bon endroit, au bon moment. Donc, de fait, il faut tenir compte, parce que si vous ne l'organisez pas, si vous ne le prévoyez pas,
je veux dire, les gens, ils vont être absents. Ils vont aussi privilégier leur vie privée, leur vie familiale ou tout simplement des contraintes qui ne leur sont pas, qu'ils ne choisissent pas, parce que donc il faut en tenir compte. Donc la question, c'est comment on fait pour en tenir compte et éviter qu'il y ait un conflit entre l'organisation, le besoin du collectif et l'aspiration individuelle qui est liée à des contraintes. Et donc c'est plus ou moins possible. Il faut être très honnête, hein, à l'hôpital, c'est pas toujours facile d'adapter les horaires aux besoins, mais on peut en tenir compte et notamment ça se lisse dans le temps. Ça veut dire que par exemple, je reprends l'exemple de l'hôpital de jour, ce n'est pas un poste à vie. Peut-être que parce que voilà, j'ai un enfant en bas âge et que ça correspond à un moment de ma vie où je souhaite avoir plutôt ces horaires-là, je vais être sur un poste qui sera considéré comme ayant des horaires plutôt faciles. C'est peut-être pas pour toute ma carrière, parce que sinon, ça veut dire que j'empêche d'autres professionnels d'avoir accès à ce poste où ils auraient également ces aspirations à un autre moment de leur vie. Pareil, sur la question de, en fin de carrière, s'il y a des choses que je ne peux plus faire parce que j'ai par exemple des freins physiques, des points qui ont été relevés par la médecine du travail et qui font que pour des raisons physiologiques, je ne peux plus assurer toutes les tâches, et ben ça s'organise aussi au sein du service. Et ça, il y a une forme de solidarité qui est assez forte et qui préexiste, mais qui s'organise collectivement, en fait, pour permettre des postes aménagés au sein d'une équipe, par exemple. Et donc, je dirais que oui, on peut organiser, on peut tenir compte et on peut anticiper en partie les évolutions des besoins et des envies, des aspirations au niveau sur le temps de la carrière, mais ça ne peut se faire que dans un enjeu, que dans une approche collective. Et donc, c'est là où il y a vraiment une question de cohésion et de cohérence ensemble, parce que je ne peux pas, moi, individu, imposer dans une organisation aussi contrainte, en tout cas que l'hôpital, mes propres aspirations. Il faut le travailler collectivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, et d'où l'enjeu dans l'équilibre, et d'où l'enjeu d'arriver à travailler ensemble au départ, et de reconnaître les atouts et les apports de chacun. Alors, avant qu'on passe à votre dernier slide qui parle justement de construire la mixité du collectif, juste la réponse au dernier sondage qu'on a pu faire où on posait en fait la question de savoir est-ce que dans vos équipes vous avez plus de 3 générations, c'est-à-dire 3 minimum qui se côtoient, et on voit que près de 70% des internautes, pour 70% des internautes, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des services dans lesquels il y a plus de 3 générations. Voilà, c'est une information à commenter si vous le souhaitez, Amélie comme Émilie. Et sinon, je vous propose que nous, je ne sais pas si vous avez quelques observations à porter sur les résultats de ce sondage. Bah, moi, ce que j'observe, c'est que du coup, l'intergénérationnel, c'est la norme. Puisque 70% des répondants nous disent qu'ils ont au sein de leur équipe plus de 3 générations, je conclus qu'avoir plusieurs générations, manager plusieurs générations, finalement, c'est un peu la norme du manager. Et donc, c'est un aspect du management, mais c'est un aspect parmi d'autres, et c'est un aspect qui est quelque part normal, puisque c'est la grande majorité des managers. D'où le besoin de construire la mixité du collectif, comme vous titriez votre dernière slide. Oui, alors je ne vais pas non plus m'apesantir sur cette diapositive parce qu'en plus, il faut qu'on puisse avoir des questions. Mais c'était plutôt, j'avais essayé de mettre en lumière les outils, les leviers qui étaient mis à disposition des managers pour construire cette mixité. Et là, j'étais sur le terme mixité, j'avais pris volontairement un autre mot qu'intergénérationnel parce que, comme je le disais, je pense que les enjeux de cohésion et de mise en relation des différences en général, c'est le propre du manager. On manage des hommes et des femmes, on manage des générations différentes, on manage des métiers différents au sein d'une même équipe. Et en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à ce que cette mixité, cette différence, qui est aussi le reflet de la société, elle fasse sens et elle crée de la cohésion, elle apporte des choses différentes. Et donc, de s'appuyer sur, on va dire, la richesse et la diversité de la mixité et de la valoriser plutôt que de la subir. Mais ça, je pense que c'est un peu un instinct managérial assez classique. Et donc, sur cette diapositive, je listais des outils qui sont, pour nous, il y a 2 choses très récentes, enfin, voilà, dans les grands événements récents qui vont de... Je crois qu'on a un petit problème de connexion avec... Donner des outils aux managers. Il y a d'abord, côté accord de Ségur, donc vraiment au niveau de la santé, il y a des éléments importants sur le temps de travail. Bon, je ne reviens pas sur le travail. Sur la formation, l'apprentissage et sur le régime indemnitaire, qui est aussi une façon de valoriser les différentes compétences de chacun. Et puis dans la fonction publique qui nous concerne tous et qui concerne donc également, bien sûr, la fonction publique territoriale, il y a plusieurs points
qui permettent de tenir compte et d'incorporer cette question de l'intergénérationnel dans les stratégies RH qu'on va mettre en place. Les lignes directrices de gestion qui sont un point très important de la stratégie RH désormais, ou qui le seront pour ceux qui sont en train de les construire. Il ne s'agit pas de faire une LDG dédiée aux questions intergénérationnelles, mais bien sûr que cette question de l'expérience, de la valorisation de l'expérience et de l'ancienneté, elle va être une question sur les critères de LDG en matière d'avancement. La question de la protection sociale complémentaire qui a fait l'objet d'une récente ordonnance, bien sûr qu'elle prend en considération la question de la solidarité avec, par exemple, les personnes retraitées. Donc, toutes ces questions-là, en fait, elles doivent être prises en compte, à mon sens, dans l'ensemble, de façon assez transversale, l'ensemble des politiques et des stratégies RH qui sont mises en place. Alors, le temps étant passé très vite, on va avoir très peu de temps pour les questions. Je vais essayer de vous en poser deux. Il y en a une qui est, et ces questions, je vous les pose évidemment à toutes les deux. Il y en a une qui est plus une observation d'un internaute, mais que je trouve intéressante à partager. Elle concerne le télétravail. Disant qu'il y a une étude qui a été faite sur le fait que les plus jeunes, que l'on aurait pu croire plus adeptes du télétravail, avec les critères, les clichés dont on parlait tout à l'heure, être libre de s'organiser, aguerri au numérique, etc. Et bien bizarrement, c'est une étude qui concerne le privé. La majorité réclame plutôt le retour au bureau. Une de leurs raisons, c'est qu'ils ont besoin de se retrouver avec les autres et de retrouver leur manager. Et une des explications qui est donnée d'ailleurs, et comme quoi c'est lié aussi à l'évolution de la société et de l'impact sur le travail, c'est le problème que peuvent avoir certains jeunes en termes d'accès au logement, ce qui fait que le télétravail n'est pas forcément très agréable pour eux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans vos différentes fonctions publiques? Alors, du coup, je ne sais pas sur quelle période porte cette étude, parce que c'est sûr que je pense que si on sonde les gens, et pas que les jeunes, hein, sur la pratique du télétravail depuis la crise sanitaire, je pense qu'effectivement le rapport au télétravail a un petit peu changé sur la dernière année, et pas uniquement que pour les jeunes. Parce que moi, j'avais eu des études il y a 2-3 ans où quand même les jeunes étaient un peu plus nombreux à plébisciter le télétravail par rapport à leurs aînés, mais tout dépend aussi de ce qu'on entend par télétravail, parce que le full télétravail ou le télétravail ponctuellement un jour dans la semaine, par exemple, c'est absolument pas du tout la même chose. Ce qui est certain, c'est que je vais vous donner un scoop, c'est que les jeunes, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres sociaux, et donc ils ont aussi besoin d'avoir des échanges avec leurs semblables et de ne pas effectivement être cantonnés à passer la journée enfermés chez eux derrière leur ordinateur, même si certains sont plus habitués à cela que d'autres, mais je pense que ça c'est le cas pour toutes les générations. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, et ça permet aussi de déconstruire effectivement les stéréotypes sur ces tendances-là. Mais ce qu'on peut se dire quand même, c'est que le télétravail, ça va sans doute être une tendance assez lourde dans nos organisations de travail, et que depuis un an, on vit une accélération du renforcement du télétravail, et par le nombre de personnes qui sont touchées par ce nouveau mode d'organisation du travail, mais aussi par l'intensité que ça peut prendre, puisque on a vu qu'on pouvait télétravailler davantage de jours et faire davantage de choses en télétravail qu'on ne l'aurait imaginé par le passé. Amélie, sur ce point. Alors, de ce point de vue-là, la FPH n'est pas un très bon exemple en matière de télétravail, parce que en fait, il y a très peu de choses qu'on peut faire en télétravail. Donc, l'enjeu qui s'est posé, pour le coup, ça a été un enjeu de cohésion des organisations, c'est est-ce qu'on autorise et est-ce qu'on favorise le télétravail pour ceux qui est télétravaillable, dans un contexte où la grande majorité, et notamment les soignants, ne vont pas pouvoir télétravailler. Et donc, c'est en termes de cohésion du collectif, la question, c'était moins une question générationnelle, là, pour le coup, qu'une question de est-ce qu'en gros, je distingue les corps administratifs qui sont en gros 10 à 15% de l'hôpital du reste de la structure hospitalière. Et donc là, il y a des choix managériaux et stratégiques qui peuvent être différents. Mais il y a quand même, je rejoins ce que disait Émilie à l'instant, il y a eu un gros effort de fait pendant la crise pour essayer de télétravailler ce qui était télétravaillable. Mais bon, on est quand même assez, ça reste très marginal, il faut être assez honnête. Et puis, un dernier point, c'est qu'il y avait beaucoup de remarques sur le fait que beaucoup de ces questions sur la mixité intergénérationnelle, ça devrait être un sujet abordé même au niveau des recrutements et des évaluations. C'est-à-dire prendre
intégrer ça comme un critère de vie ensemble, sociale au bureau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que ça vous paraît jouable surtout? Alors, moi, ça rejoint un peu ce que j'évoquais quand je parlais d'équilibre intergénérationnel. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, je vais recruter quelqu'un qui a tel âge. Ça, je pense que c'est un peu particulier, ce serait presque de la discrimination. Mais bien sûr, quand on compose une équipe, quand on construit une équipe, on prend en considération ces éléments. Si dans mon équipe, je n'ai que des professionnels qui sont très jeunes et qui n'ont pas forcément de grande expérience du métier, ça peut être aussi une source de fragilité parce que il y a certaines circonstances ou certaines expériences qu'ils n'ont pas encore vécues et qui peuvent les mettre en difficulté. Alors qu'à l'inverse, si j'ai une équipe uniquement composée de professionnels beaucoup plus expérimentés, mais qui ont aussi du coup des habitudes de travail qui sont parfois bien ancrées, voilà, c'est des choses qui sont très simples et je pense que ça traverse tous les recruteurs, l'esprit de tous les recruteurs. Après, c'est aussi fonction des compétences qui sont cherchées. C'est pas un critère en tant que tel, mais c'est évidemment, enfin, à mon sens, c'est évidemment un critère parmi d'autres à prendre en considération pour éviter de se retrouver avec des équipes où, enfin, il y a des tranches d'âge qui sont extrêmement marquées, où il n'y a que des jeunes ou que des personnes plus expérimentées ou que des personnes, enfin, voilà, que des jeunes parents. Enfin, c'est aussi un peu atypique, ça ne reflète pas la société et ça ne favorise pas la mixité. Après, en faire un critère d'évaluation, là, je vois un peu moins ce que ça peut recouvrer. Donc, je vais peut-être moins m'étendre dessus. Mais si, je pense que d'une façon collective, ça doit être pensé dans le recrutement, même si ça ne doit jamais être un critère de sélection individuelle. Voilà. Émilie, en 2 mots sur ce point, éventuellement. Oui, alors il faudrait qu'on puisse échanger pour bien comprendre du coup les propositions et les idées qu'il y a derrière ça sur la prise en compte de ce critère spécifique-là, parce que je rejoins ce que dit Amélie Roux hein, sur l'enjeu de diversité, de mixité des équipes. Qui est peut-être encore plus fort dans la fonction publique parce que on déploie des politiques publiques pour l'ensemble de la société française et donc on se doit d'intégrer bien évidemment toutes les spécificités de la société française et qui s'arrêtent pas à un effet de génération, qui s'arrêtent pas à un effet d'âge. Par exemple, quand on déploie des politiques publiques pour les femmes ou pour certains publics, je pense aux personnes en situation de handicap, je pense à des personnes LGBTQI+, si on n'a pas des personnes qui connaissent ça, qui y compris ont vécu cette expérience-là, se sont retrouvées dans ces situations-là et que on les conçoit sans les intégrer dans les dispositifs, bien évidemment, on risque complètement de rater notre cible. Mais encore une fois, je mets en garde sur le risque de discrimination, bien évidemment, potentiel, et sur pourquoi, dans quel objectif on ferait ça, et est-ce qu'il y a un effet homogène en fonction de l'âge. Par exemple, quand j'entends, quand on parle par exemple de la maternité ou de la conciliation vie privée, vie professionnelle, du fait de pouvoir s'occuper de ses enfants, aujourd'hui, on a des jeunes hommes, on a des jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en voudront pas, donc ça, c'est même plus un sujet. À l'inverse, enfin des enfants aussi qui arrivent plus tardivement dans le couple ou qui parfois arrivent à 20 ans, puis après reviennent à 40 ans. Donc les parcours maintenant ils deviennent vraiment extrêmement personnels, individuels. On a des grands-parents qui aujourd'hui veulent s'occuper de leurs petits-enfants, donc qui eux aussi peuvent être intéressés par des horaires un peu plus standards pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école, pour pouvoir s'en occuper le mercredi après-midi, qui sont des jeunes grands-parents. Donc, moi, je reste prudente par rapport à ça et je mets en garde aussi sur ces effets de mode, de simplification, pour dire qu'il faut vraiment intégrer tous ces critères. D'ailleurs, là, je fais partie d'un des critères de discrimination, hein, parmi le sexe, l'orientation sexuelle. Enfin, donc qu'on prenne en compte ce facteur-là, bien évidemment, mais attention de ne pas en faire le facteur déterminant, structurant, voire discriminant de nos politiques RH et managériales. Bien, écoutez, merci. Malheureusement, on arrive à la fin du temps. On a même largement dépassé pour cette webconférence. Merci infiniment à toutes les deux pour vos propos, pour la clarté de vos propos, puis votre liberté de ton.
Merci beaucoup à la Casden Banque Populaire qui nous a permis d'organiser cette webconférence. Je voudrais vous informer de 3 prochaines webconférences à venir. L'une le 24 mars sur le thème Réussir dans la fonction publique, une carrière à choix multiples. Le 25 mars sur la loi engagement et proximité, sur les nouveaux pouvoirs de police pour les maires. Et le 30 mars, justement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, sur la protection sociale complémentaire, avec le décryptage de la mise en œuvre de la réforme. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, et je sais qu'ils sont nombreux, vous avez la possibilité de les poser à VK sur son service VK Ligne Expert. Un grand merci à vous deux pour vos interventions et un nouveau merci à la Banque Populaire. À bientôt.